Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle affaire où la santé mentale du meurtrier va énormément jouer dans la disparition et la mort de 4 jeunes hommes. Cette affaire s'est déroulée en 2017 dans le comté de Buck et j'espère que celle-ci est encore inconnue pour vous. Mais comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, vous abonner juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette affaire. Irving Fire Department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? L'affaire d'aujourd'hui se situe donc dans le comté de Buck, en Pennsylvanie. Comté plutôt tranquille où il fait bon vivre, ce n'est pas l'une des régions les plus criminelles des États-Unis. Et pourtant, une tragédie est venue frapper le comté en 2017, une affaire sordide dont tout le monde se souvient encore aujourd'hui, et ce pour des années. En juillet de cette année-là, 4 jeunes hommes ont subitement disparu, laissant place à la terreur. Le premier qui a disparu s'appelait Jimmy Taro Patrick. Le jeune homme de 19 ans est né en 1988 et était étudiant en deuxième année en commerce à l'université Loyola du Maryland. Jimmy excellait dans ses études, était même major de promo lors de sa première année et cumulait plus de 50 000 $ de bourse d'études. Lorsque le jeune homme n'était pas en études, il vivait chez ses grands-parents dans le comté de Newton, et puisque en juillet c'est l'été, Jimmy était de retour chez eux. Le 5 juillet 2017, Jimmy va voir sa grand-mère, Sharon Patrick, pour lui prévenir qu'il sortait manger en ville ce soir-là, mais qu'il ne tarderait pas à rentrer, d'autant qu'il travaille le lendemain matin. Alors, il embrasse cette dernière, puis son grand-père, Rich Patrick, avant de s'en aller. Malheureusement, ses grands-parents ne savaient pas que c'était la dernière fois qu'ils reverraient leur petit-fils tant aimé. Jimmy est parti à bord de la camionnette d'un de ses amis, Cosmo DiNardo, vers 18 h, qui était également son dealer et à qui il s'apprêtait à acheter environ 2 kilos de marijuana avant de prendre quelque chose à manger, comme il l'avait dit initialement à ses grands-parents. C'est aux alentours de 2 h du matin que sa grand-mère Sharon s'est rendue dans la chambre de Jimmy pour voir si ce dernier dormait bien et qu'elle a remarqué que celui-ci n'était pas dans sa chambre. Autant surprise qu'inquiète pour celui-ci, elle n'a pas tardé à envoyer un SMS à Jimmy pour s'assurer que tout allait bien, mais ce message est resté sans réponse. Une fois la nuit passée, une nuit très agitée pour Sharon qui n'a toujours aucune nouvelle de son petit-fils qui ne s'est d'ailleurs pas rendu sur son lieu de travail, eh bien elle décide de contacter la police pour signaler sa disparition. Rapidement, les enquêteurs ont pris l'affaire très au sérieux et ont commencé à chercher le jeune homme. Ils l'ont appelé à plusieurs reprises sur son téléphone portable afin de localiser un signal et de pouvoir lui le géolocaliser. Et heureusement, puisque son téléphone n'était pas éteint, eh bien des ondes ont été émises et l'ont relié autour de Springfield, qui ne se situe pas du tout dans le comté de Buck, mais dans le Delaware. Et donc, cette nouvelle a complètement inquiété ses grands-parents, et c'est normal, puisque celui-ci était juste censé aller manger un bout en ville, et donc, pourquoi serait-il parti si loin ? De Newton à Springfield, il y a tout de même 209 km, un peu plus de 2 heures de route, donc quel serait son intérêt d'aller manger si loin alors qu'il avait dit qu'il ne rentrerait pas tard? Ça ferait tout de même 4 heures de route aller-retour, sans avoir pris le temps de manger. Ses grands-parents se sont malgré tout rendus sur place, ont discuté avec les forces de l'ordre local, ont participé à des fouilles dans l'espoir de retrouver Jimmy, parlé aux passants, donné plein de dépliants avec sa photo au cas où quelqu'un l'avait croisé, mais ils ne l'ont pas du tout trouvé et personne n'a été témoin d'avoir vu Jimmy à cet endroit-là. À peine 2 jours plus tard, le 7 juillet, c'est au tour de 3 autres jeunes hommes de disparaître sans laisser de traces. Dean Finocario, âgé de 20 ans, un jeune homme ayant quelques antécédents dans des établissements de santé mentale pour quelques soucis d'ordre psychiatrique, vous en doutez, a été vu la dernière fois vers 18 h 30 le 7 juillet, lorsqu'il est monté dans la camionnette de Cosmo DiNardo, le même dealer que Jimmy. Je pense que vous commencez à voir tout doucement là où je veux en venir.
Ce soir-là, Dean avait prévenu d'acheter lui aussi de la marijuana à Cosmo, qui était cette fois-ci accompagné d'un autre homme nommé Sean Kratz, qui n'est autre que le cousin de Cosmo DiNardo. Dean devait prendre un petit peu plus de 100 grammes de cannabis pour une valeur de 700 $, mais c'était en réalité un guet-apens. Cosmo et Sean avaient prévu, à la place de lui vendre la drogue, qu'ils allaient simplement lui voler son argent. Cosmo a donc donné une arme à feu à Sean pour pouvoir menacer Dean, et c'était un 357. Retenez bien ce détail. Les deux dealers sont partis avec Dean dans la ferme de Cosmo et n'ont pas hésité à un seul instant pour assassiner Dean en lui tirant des balles dessus. Alors oui, initialement, le but était de simplement le menacer pour avoir de l'argent, enfin simplement entre guillemets bien sûr, mais finalement, eh bien, ça s'est transformé en un meurtre. Comme vous vous en doutez, Jimmy avait subi exactement le même destin que Dean. Il avait lui aussi été assassiné par Cosmo et était depuis enterré dans la ferme de son assassin. Si Jimmy avait été enterré, ça n'a cependant pas été le cas pour Dean, qui lui a été placé dans un réservoir d'huile métallique. Le même jour, donc toujours le 7 juillet 2017, deux meilleurs amis, Tom Meo et Mark Surgis, devaient se rejoindre sur le parking de l'entreprise de construction du père de Mark, où ils travaillaient tous les deux. Tom était un adolescent sans problème, qui n'a jamais eu d'antécédents psychiatriques ou encore de problèmes avec la justice, tout comme Mark d'ailleurs. Les deux jeunes hommes ont toujours été décrits de manière relativement positive et bienveillante de la part de ceux qu'ils ont côtoyés à un moment donné de leur vie, mais malheureusement, eh bien, vous vous en doutez, ils ont connu un terrible destin. Mark et Tom se sont retrouvés vers 18 h, ont traîné ensemble, comme à leur habitude avant de rejoindre, eux aussi, leur dealer Cosmo DiNardo. Ça ne sert à rien de faire durer le suspense, ça va être exactement le même scénario. Les deux meilleurs amis avaient prévu d'acheter un petit peu d'herbe à Cosmo et se sont retrouvés dans une embuscade. Lorsqu'ils ont retrouvé leur dealer, celui-ci leur a dit de les rejoindre dans sa ferme pour être tranquille pour la transaction, pourquoi pas même fumer un petit pétard ensemble, et une fois rendus sur place, eh bien, ils n'ont même pas eu le temps finalement de descendre du camion que Cosmo a tiré sur Tom alors qu'il se trouvait de dos. Mark a évidemment tenté de s'enfuir, mais ça aurait été un miracle qu'il y arrive, puisque Cosmo lui a tiré dessus à de multiples reprises jusqu'à ce que ce dernier tombe au sol. Mark Surgis est donc mort criblé de balles. Toutefois, Tom, de son côté, n'est pas mort immédiatement. Le pauvre jeune homme était au sol, incapable de bouger et criait à l'aide. Il criait de douleur, de peur, mais c'était sans compter la cruauté de son agresseur. Pour vous donner un petit peu plus de détails, lorsque Cosmo lui a tiré une balle dans le dos, ça a touché à un endroit de sa colonne vertébrale qui l'a complètement paralysé. Donc il n'était pas mort, mais il ne sentait plus ses jambes, et il savait que s'il sortait vivant de cette fusillade, il serait de toute façon paralysé à vie. Mais évidemment, ce n'était pas du tout dans le projet de Cosmo DiNardo de le laisser en vie, mais puisqu'il n'avait plus de munitions dans ce revolver, il est monté à bord de sa pelleteuse et a roulé sur le pauvre Théo, qui est mort dans d'atroces souffrances. L'assassin a ensuite ramassé les corps de Théo et de Marc, toujours avec sa pelleteuse, et les a mis dans le même contenant où le corps de Dean se trouvait. Ça aurait pu s'arrêter là, mais Cosmo n'en avait pas encore fini avec ses victimes. Il a trempé les corps de Théo, Marc ainsi que Dean dans de l'essence avant d'y mettre le feu, ce qui semble être une tentative infructueuse de camoufler des preuves n'en est pas une pour autant, puisque vous vous en doutez que ça n'a pas suffi à se débarrasser des cadavres et que Cosmo, accompagné de son cousin, Sean Kratz, sont juste partis de la ferme comme ça, sans même essayer de cacher les restes. Le fait d'avoir brûlé ses victimes était simplement pour satisfaire ses désirs macabres et sadiques. Mais alors, qui sont Cosmo DiNardo et Sean Kratz, les deux assassins? Parce que je suis bien sympa de vous parler d'eux depuis le début, mais je ne vous les ai même pas présentés. Tout d'abord, Cosmo DiNardo. Cosmo est né le 21 janvier 1997 et venait d'une famille américaine riche et prospère. La famille DiNardo est à la tête d'une entreprise de construction et de déneigement qui fonctionne très bien.
Généreux et pensant toujours au bien-être de la communauté, la famille a profité de sa richesse pour faire construire une clinique de dialyse ainsi qu'un centre résidentiel de courte durée pour adolescents à Philadelphie. Tony et Sandra DiNardo, les parents de Cosmo, ont construit les 8 maisons dans leur développement de banlieue dans le canton de Ben Salem, y compris leur propre maison de 4 chambres et 3 salles de bain avec une piscine creusée dans la cour arrière. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus de précision pour vous montrer à quel point ces personnes étaient vraiment une famille très riche. Ils ont également construit plus de 30 maisons supplémentaires dans la ville et en banlieue, et c'est en 2005 que la famille DiNardo a acheté la ferme de New Hope, où tout le monde s'est fait assassiner. Cosmo était à la base un étudiant très prometteur et avait même reçu une bourse pour l'université. En tant que joueur de football, il était très populaire et apprécié par ses camarades jusqu'à ce qu'un terrible accident ne survienne. Cosmo est devenu un jeune homme très troublé qui se bat contre sa santé mentale et il était suivi pour ses problèmes depuis l'année 2015 lorsqu'il a commencé à tomber en dépression suite à une rupture amoureuse et le fait qu'il avait échoué au test pour devenir marine. Mais à ce moment-là, ce n'était entre guillemets, vraiment à prendre avec des pincettes, qu'une simple dépression. Il aurait très bien pu s'en sortir sans cet accident qui est survenu. Puisque en effet, c'est en mai 2016 que Cosmo a subi un grave accident de VTT où il est resté bloqué dans les bois seul, blessé, durant 1 jour et demi avant d'être finalement découvert. Cet accident l'a conduit à être en fauteuil roulant durant plusieurs mois, et ce n'est pas tout puisque cet accident lui a également causé des blessures au lobe frontal, et je cite, le lobe frontal est responsable de la personnalité, de la raison et du jugement, ainsi que du contrôle des impulsions. Selon sa mère, Cosmo aurait radicalement changé de comportement des suites de cet accident, et les changements auraient été visiblement moins d'un mois après sa chute. Pour ne pas arranger les choses, il a commencé à fumer de la marijuana synthétique, appelée K2 ou encore Spice, et à savoir que cette variété de synthèse est 100 fois plus puissante que la marijuana classique, et qu'elle fait de grands ravages aux États-Unis, ce qui inquiète évidemment énormément les autorités sanitaires américaines. Cette variété, comparée à ce que l'on voit classiquement, peut tuer des personnes qui en consomment, peut donner des hallucinations, rendre violent, agité ou encore anxieux. Donc il est certain que cette drogue n'a clairement pas aidé les soucis mentaux dont Cosmo faisait déjà face initialement. Dès novembre 2016, le jeune homme consultait régulièrement un psychiatre de l'université de Pennsylvanie et ce psychiatre était spécialisé dans l'évaluation ainsi que le traitement des jeunes confrontés à l'apparition de maladies mentales et suivait de très près Cosmo qui avait été diagnostiqué d'un trouble bipolaire et de schizophrénie. Le jeune homme, sans surprise, s'est retrouvé à de multiples reprises hospitalisé dans un hôpital psychiatrique et avait un traitement assez lourd à prendre au quotidien. L'année 2016 était selon sa famille une année extrêmement difficile en raison de la santé mentale de Cosmo qui a impacté tout son cercle familial et qui a été causée en grande partie à cause de son accident de VTT. Ce dernier recevait bien sûr beaucoup d'attention et de soutien de la part de sa famille qui mettait tout en œuvre pour l'aider au maximum et rendre sa vie le plus facile possible. Malheureusement, le comportement de Cosmo devenait de plus en plus violent, se voyant alors hospitalisé de force. Il pouvait parfois s'en prendre violemment à des membres de sa famille, que ce soit son père, sa mère. Il avait également des grosses crises de paranoïa où il refusait de manger tout ce que sa mère lui cuisinait parce qu'il croyait qu'elle essayait de l'empoisonner. Et dans d'autres moments, Cosmo avait également des phases maniaques où il se pensait être le roi du monde, pouvant tout faire et tout accomplir, prenant donc des décisions irraisonnées. Tout ceci était bien sûr dû à ses troubles mentaux, et le but n'est absolument pas de diaboliser ces pathologies mentales, elles ont toutes des stades différents, des personnes vivent très bien avec. Je vous rassure, toutes personnes bipolaires ou schizophrènes ne sont pas violentes, dangereuses, des traitements existent pour améliorer leur quotidien, donc je ne veux pas du tout qu'il y ait de la stigmatisation comme j'ai pu en voir dans certains commentaires. Il est vrai que la plupart des criminels que nous voyons ont des troubles mentaux, mais ce ne sont pas les personnes atteintes de ces troubles à blâmer, mais bien les criminels. Il ne faut pas mélanger pathologie mentale et criminalité. En tout cas, pour revenir à Cosmo DiNardo, le jeune homme n'allait pas mieux, malgré les thérapies et ses traitements.
Alors, est-ce qu'il les suivait réellement? Ça, on ne peut pas le savoir, malheureusement, mais sa mère, en tout cas, l'a amené voir environ 10 psychiatres différents dans le but d'aider son fils. Par contre, un autre fait assez discutable étant qu'elle a même appelé un prêtre pour effectuer un exorcisme avant que son fils donc ne commence sa frénésie meurtrière. Sauf que bien sûr, ce n'est clairement pas un exorcisme qui va aider quelqu'un à ne plus avoir de maladie mentale. Lors du Noël de l'année 2016, la mère de Cosmo a dû appeler et supplier à l'aide le psychiatre de son fils, tant elle avait peur que celui-ci ne vienne à la tuer. Bien que certains se souviennent de Cosmo comme ayant bien sûr des problèmes de colère, d'autres amis de la famille et voisins le décrivent toujours comme un jeune homme poli et courtois, qui était toujours prêt à aider les autres. Ceux qui connaissent le jeune homme étaient tous d'accord sur une chose. Il avait été un enfant doux, responsable et intelligent, et il n'aurait jamais, au grand jamais, été capable de nuire à qui que ce soit avant son accident de VTT qui l'a fait devenir une toute autre personne. Quant à Sean Kratz, il est le cousin de Cosmo, né la même année que lui, donc au moment des meurtres en 2017, ils étaient tous les deux âgés de 20 ans. Sean avait lui aussi des soucis avec sa santé mentale, mais qui n'étaient clairement pas les mêmes que Cosmo, et il avait été impliqué dans de sombres histoires. Le jeune homme avait fait l'objet d'une enquête pour tentative de meurtre, ce qui n'est pas rien, d'autant que cette tentative de meurtre avait rendu handicapé un homme qui devra passer le reste de ses jours en fauteuil roulant à cause de cette fusillade. À ce moment-là, Sean était lui aussi blessé puisqu'il se remettait d'une autre fusillade dans laquelle il avait reçu 19 balles. Oui, 19 balles, c'est énorme, et était depuis en rééducation, marchant avec des béquilles jusqu'à la fin de ses jours, lui aussi. Peu de temps après, sa mère l'avait interné de force dans un institut psychiatrique pour tendances et menaces violentes où il aurait menacé ses frères et sœurs avec une arme à feu de leur exploser la cervelle. Donc, comme vous le voyez, passé trouble lui aussi, mais pas du tout de la même manière que Cosmo. Au départ, d'ailleurs, Sean et Cosmo n'étaient pas du tout proches, ils ne se côtoyaient à vrai dire presque jamais, mais peu de temps avant les drames, la mère de Sean avait contacté la mère de Cosmo, Sandra, pour lui demander si leur fils pouvait se côtoyer, puisque Sean n'avait pas d'amis où il se trouvait, et que ça lui ferait du bien justement d'être entouré. Alors les événements des fusillades et tout ce que je vous ai raconté s'était passé 10 mois avant que sa mère ne contacte la mère de Cosmo, et quand ils ont commencé à se fréquenter, c'était en juin 2017, donc les meurtres se sont passés à peine un mois plus tard. Ça peut paraître, en plus de ça, surprenant qu'elle demande l'avis de Sandra avant, d'autant qu'ils sont cousins après tout, mais ça s'explique par tous les récents événements qui venaient de se produire. Sandra, par contre, elle n'était pas du tout au courant de toutes ces affaires et pensait, tout comme la mère de Sean, que le fait d'être ensemble les aiderait à se soutenir et à aller de l'avant. Grossière erreur de leur part, puisque au final, ils se sont surtout entraînés dans une folie meurtrière. Dans un message de Sandra à la mère de Sean, on peut d'ailleurs lire ceci. Nous devons juste nous assurer qu'ils n'ont pas d'ennui ensemble, parce que Cosmo n'a plus le sentiment de la peur et de ce qui est bien ou mal. Et en ayant connaissance du passé de Sean, la mère de ce dernier aurait directement dû les empêcher de se voir en sachant que Cosmo ne différenciait plus le bien ou le mal. Malheureusement, eh bien ça s'est fait, et peu de temps après qu'ils se soient liés d'amitié, 4 jeunes ont perdu la vie. Les enquêteurs ont un petit peu pataugé au début des disparitions, c'est tout à fait normal, mais au fil des jours qui passent, ils ont compris que le dénominateur commun dans les disparitions des 4 jeunes hommes était Cosmo Dinardo. Des signaux sur les tours de réseau téléphonique ont conduit la police au téléphone de Dean qui se trouvait dans la ferme de Cosmo puisque celui-ci était toujours allumé. La police a également découvert la voiture de Tom stationnée sur la propriété adjacente, ce qui a commencé à faire beaucoup d'indices tout de même les menant à la ferme de Cosmo Dinardo. Très rapidement, sans même que les 2 assassins n'aient le temps de planifier un alibi, la zone s'est retrouvée complètement sécurisée, remplie de chercheurs, de chiens de recherche, ainsi que d'un hélicoptère à la recherche des 4 victimes. L'enquête s'est encore plus resserrée autour de Cosmo lorsqu'un de ses amis a dit aux enquêteurs que ce dernier avait essayé de lui vendre la voiture de Tom, ce qui a directement lié celui-ci à sa disparition. Alors, vous vous en doutez bien, les parents de Cosmo se demandaient quand même, pourquoi la police fouillait la ferme familiale
Et leur fils n'était pas clair avec eux, ni la police non plus d'ailleurs, qui ne leur a pas directement informé qu'ils étaient à la recherche de potentiellement 4 cadavres sur leur propriété. Cosmo, de son côté, n'arrêtait pas de dire à ses parents qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait, se disant complètement ignorant de la situation, jusqu'au moment où la police l'a finalement arrêté. En effet, après plusieurs jours de recherche, les cadavres de Dean, Mark et Tom ont finalement été retrouvés sur la propriété familiale. Lorsque Cosmo a été placé en état d'arrestation, ses parents refusaient en premier lieu de croire que leur fils pouvait avoir un lien avec les meurtres, mais il n'a pas fallu longtemps pour que Cosmo avoue ces derniers, rendant ses parents complètement choqués et horrifiés d'apprendre cette terrible nouvelle. Ses parents, qui étaient d'ailleurs à la base connus pour leur richesse, leur réussite, leur philanthropie, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas le fait d'être philanthrope et d'aider énormément la communauté, étaient à présent connus pour être les parents d'un tueur en série. En premier lieu, dans cette affaire, Cosmo DiNardo n'a pas été accusé de meurtre lors de sa première arrestation, mais a reçu une accusation en rapport avec ses armes à feu, avec une caution fixée à 1 million de dollars. Alors là, pour une raison complètement inconnue, j'ai beau chercher sur internet, je n'ai pas compris pourquoi. Son père n'a payé que 10% de la somme, soit 100 000 dollars, et son fils a pu être libéré. Donc je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est ce qui a été fait. Mais peu de temps après, eh bien ça n'a pas empêché la police de l'arrêter de nouveau, mais cette fois-ci avec l'accusation de vol de véhicule pour la voiture de Théo et réception de biens volés, mais toujours pas pour meurtre. Cette fois, la caution était de 5 millions de dollars, une somme qui n'avait jamais été demandée auparavant, avec pour motif que la juge pensait que Cosmo était un jeune homme dangereux et qu'il ne fallait pas que sa famille, aussi riche soit-elle, puisse se libérer afin de faciliter une potentielle fuite face à toutes ses responsabilités. S'en est suivi évidemment des interrogatoires, durant lesquels Cosmo a déclaré avoir frappé Jimmy Patrick, le premier disparu le 5 juillet, parce qu'il aurait vu un pistolet dans le sac de ce dernier. Par la suite, ça va passer de je l'ai frappé à je l'ai assassiné. Il excusera son geste en disant qu'il pensait qu'il fallait qu'il tue Jimmy avant que celui-ci ne le tue, ce qui peut potentiellement s'expliquer par des crises de paranoïa dues à ses maladies mentales, notamment la schizophrénie. Par contre, je n'ai pas trouvé sur internet si Jimmy avait bel et bien une arme à feu sur lui ou non. Personnellement, je ne pense pas, mais ce ne sont que des spéculations de ma part, je n'ai pas vraiment le fin mot de l'histoire. En tout cas, Cosmo a poursuivi son récit à la police en disant que Sean avait tiré sur Dean dans la tête à plusieurs reprises avec l'arme de sa mère, le 357, qui appartenait à Sandra DiNardo. Après que Dean soit tombé au sol, Cosmo lui a tiré 2 fois de plus dans la tête, et selon les enquêteurs, le jeune homme à ce moment-là semblait aimer se souvenir de ce moment, de quoi glacer le sang aux officiers qui se trouvaient en face de lui. Cosmo a même déclaré ceci aux enquêteurs. Sa tête était ouverte. La moitié de son cerveau était dans la grange. Après leur folie meurtrière, le lendemain, soit le 8 juillet 2017, Sean et Cosmo sont retournés sur la propriété pour creuser une tombe de plusieurs mètres avec la pelleteuse pour enterrer les cadavres. Durant les interrogatoires, les officiers ont fait face aux soucis de santé mentale qu'avait Cosmo. Je vous rappelle qu'il était bipolaire et donc il avait des phases de manie et des phases de dépression, et dans son état maniaque, il rigolait et discutait tranquillement avec les policiers ou encore avec ses avocats, mais lorsque cet épisode a été terminé et qu'il a compris la gravité de la situation, il s'est effondré en sanglots, comprenant qu'il venait de totalement gâcher sa vie, ne comprenant pas comment il était capable de commettre 4 meurtres de sang-froid. Quant à son cousin, Sean, il a également été arrêté, bien sûr, puis interrogé par les forces de l'ordre. De son côté, il a tout nié, il a nié avoir tiré sur qui que ce soit, en mettant absolument tout sur le dos de Cosmo. Malgré tout, c'était sa parole contre la sienne, et l'affaire a pu avancer dans cette direction. Cosmo faisait donc face à 4 accusations d'homicide, tandis que Sean faisait face à 3 accusations d'homicide, puisque lui n'était pas présent lorsque Jimmy Patrick s'est fait assassiner le 5 juillet 2017. Les 2 accusés ont initialement plaidé non coupables et ont reçu l'ordre d'être détenus sans caution pour s'assurer qu'aucun d'eux ne puisse sortir en attendant le procès.
Alors bien sûr, on savait très bien que Cosmo et Sean étaient coupables, on avait de toute façon les déclarations de Cosmo concernant les 4 meurtres, mais lors du procès de ce dernier, la principale question n'était pas de savoir si Cosmo était coupable ou non, on le savait, mais si ses problèmes de santé mentale, on pouvait les prendre en compte ou non lorsqu'il a commis ses actes. En gros, est-ce que Cosmo pouvait être tenu pénalement responsable des meurtres ou non, compte tenu des maladies mentales qu'il avait, qui est la bipolarité ainsi que la schizophrénie. Cependant, il a été dit que le jeune homme était pénalement responsable de ses actes, donc les avocats de ce dernier n'ont pas pu mettre en place une défense sur la folie à la suite d'une évaluation de la santé mentale. En mai 2018, Cosmo a donc plaidé coupable à 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, à plusieurs chefs d'accusation de vol qualifié, de complot et d'abus d'un cadavre. En vertu d'un accord de plaidoyer, l'accusé a reçu 4 mandats consécutifs à vie et passera donc le reste de ses jours derrière les barreaux, mais il a tout de même pu éviter une peine de mort. Alors peut-être que suite à ses soucis de santé mentale, il finira tôt ou tard à être transféré dans un hôpital psychiatrique. Peut-être que ça sera bien plus adapté pour lui et pour sa situation, mais en tout cas, aujourd'hui, en 2023, il est toujours en prison, toujours suivi pour ses soucis de santé mentale, malgré le fait qu'il s'est retrouvé plus d'une fois en isolement parce qu'il a parfois agressé des codétenus. Du côté de Sean, celui-ci avait d'abord accepté un accord de plaidoyer, tout comme Cosmo, et qu'il aurait envoyé en prison pendant 59 ans, donc il n'aurait pas eu la perpétuité, il aurait pu sortir aux alentours donc de 80 ans, mais à la dernière minute, il a rejeté l'accord et l'affaire a donc été jugée. Et cet homme aurait dû accepter ce plaidoyer puisque lors de cette audience, les procureurs ont décidé de demander la peine de mort. Au cours de son procès, Sean s'est défendu en expliquant qu'il avait tué les 4 hommes pour le plaisir. Alors c'est vraiment une drôle de défense que Sean a abordée à ce moment-là. Et selon lui, c'était puisque, eh bien, étant donné qu'il s'ennuyait avec son cousin et que c'était quelque chose qu'il pouvait faire gratuitement, il n'aurait pas hésité une seconde à décider de tuer d'autres êtres humains. Puisque c'est gratuit, donc autant le faire. C'est une bonne raison après tout. En tout cas, l'avocat de celui-ci avait lui aussi une défense autant plus discutable que les déclarations de son client, puisque sa défense était que Sean était une personne très douce qui craignait son cousin Cosmo et qui n'était pas l'ampoule la plus brillante du sapin de Noël. Alors, je ne sais pas si insinuer que son client est stupide est une bonne défense, mais bon, après tout, pourquoi pas? Je vous rappelle qu'on est aux États-Unis et que certains ont pu porter plainte contre eux-mêmes, gagner ce procès et gagner de l'argent suite à ces procès. Donc là-bas, plus rien ne m'étonne. Mais en tout cas, ça n'a pas du tout plu à la Cour qui, en novembre 2019, a reconnu coupable Sean Kratz de meurtre au premier degré et au deuxième degré dans la mort de Dean et d'homicide volontaire dans la mort de Theo et Mark. Il a été condamné à la prison à perpétuité, donc pas la peine de mort, plus 18 à 36 ans supplémentaires pour les autres meurtres et crimes. Donc, eh bien, lui aussi passera le restant de ses jours derrière les barreaux, et c'est pas plus mal. D'ailleurs, alors que Cosmo DiNardo a présenté ses excuses et tous ses regrets devant la cour pour la famille et proches des victimes d'avoir commis des actes aussi sordides, Sean, lui, s'est complètement abstenu de dire un seul mot. Il s'est abstenu de toute empathie envers les familles de victimes, ce qui a forcément été noté par ces personnes et par les juges qui s'étaient occupés de lui donner une peine de prison. Mais dans cette affaire, eh bien, les procès ne se sont pas arrêtés là, puisque les familles des victimes ont décidé que les parents de Cosmo étaient selon eux en partie responsables de ce qui est arrivé à leur enfant et ont décidé de porter plainte contre eux. Les points de vue sont évidemment divisés concernant la famille DiNardo. D'un côté, certains pensent qu'ils ont fait d'énormes efforts pour obtenir de l'aide pour leur fils, et d'un autre côté, eh bien, les familles des victimes ont affirmé que sa famille ne l'a pas du tout empêché d'accéder aux armes à feu sur leur propriété, bien qu'ils soient au courant de ces tendances violentes. Les parents insistent sur le fait qu'après que Cosmo ait été interné pour la première fois en juillet 2016, ils avaient retiré toutes les armes à feu de leur maison, à l'exception du 357 de Sandra, qui beaucoup de personnes pensent qu'elle l'avait justement gardé pour pouvoir se défendre de son fils si un jour un malheur n'arrivait. Donc ce qui est plutôt horrible là-dedans, c'est que
En voulant garder une arme pour se protéger de son fils, eh bien, elle lui a donné, sans le vouloir, l'arme en question qui lui a permis d'assassiner 4 personnes. Alors quand je dis qu'elle lui a donné, c'est vraiment avec de grosses guillemets, il ne faut pas le prendre au mot, puisqu'elle ne lui a pas donné, c'est Cosmo qui l'a volé, mais malheureusement, voilà, peut-être que si cette arme n'avait pas été sur place, eh bien, il ne se serait pas passé tout ça, mais ça, on ne le saura jamais. En tout cas, c'est une nouvelle bataille judiciaire et médiatique dans cette affaire qui continue de faire du bruit aujourd'hui. Dans un autre procès, le plus récent psychiatre de Cosmo a fini lui aussi par devenir l'accusé dans un procès intenté par Sandra Di Nardo, parce que peu de temps avant les meurtres, il avait permis à son fils d'arrêter de prendre ses médicaments, et ce qui a forcément aggravé son état de santé au niveau de sa bipolarité, également de sa schizophrénie. Il était beaucoup plus violent, avait beaucoup plus de paranoïa et de délire en tout genre. Je reste bien sûr en alerte quant à la suite de tous ces procès, mais je vous retourne bien sûr cette question. D'une part, est-ce que vous pensez que Sandra Di Nardo et Tony Di Nardo, donc les parents de Cosmo, ont une part de responsabilité dans les meurtres de leur fils? Je vous pose cette question puisque évidemment les parents des victimes les ont accusés d'avoir une part de responsabilité dans ces meurtres, en considérant que puisque Sandra avait gardé une arme à feu chez elle, tout en ayant connaissance de la violence de Cosmo, et donc il aurait pu potentiellement un jour tuer quelqu'un. Alors personnellement, je suis tout de même mitigé concernant cette question, puisque je me dis que ils ont d'un côté fait tout leur pouvoir pour leur fils, ils l'ont amené voir plusieurs professionnels, ils ont même testé l'exorcisme, alors ça personnellement je ne suis pas pour, mais bon, allons bon, chacun fait comme il peut dans l'espoir d'aider leurs proches, surtout qu'ils étaient complètement désespérés, donc je pense qu'ils s'en sont un petit peu remis à Dieu, mais évidemment l'exorcisme ne les a pas du tout aidés. Ils ont vraiment accompagné au maximum leur enfant, ils avaient enlevé toutes les armes de la propriété, puisque évidemment, God Bless America, ils avaient énormément d'armes à feu de base chez eux, qu'ils ont toutes enlevées pour pouvoir justement protéger Cosmo et son entourage, mais bah, évidemment, le jeune homme était parfois extrêmement violent, de plus il ne prenait plus ses médicaments, puisque son psychiatre lui avait dit qu'il pouvait ne plus les prendre, une décision complètement abruti. Je ne comprends pas comment ce psychiatre a pu prendre cette décision. Enfin bref, pourquoi pas. Donc, eh bien, ils avaient vraiment juste gardé cette arme pour pouvoir se défendre au cas où. Alors, évidemment, ils auraient dû mieux la cacher pour être certain que Cosmo ne puisse pas l'atteindre, puisque visiblement, il savait très bien où elle était s'il a réussi à la prendre. Du coup, je me dis, en partie, oui, ils sont entre guillemets responsables, mais est-ce que Cosmo n'aurait pas pu se procurer une autre arme de toute façon s'il n'avait pas eu celle de sa mère? Je vous rappelle qu'il était accompagné de Sean, qui avait eu des soucis avec des fusillades dans le passé. Les deux jeunes savaient très bien où se procurer des armes à feu, donc dire que Sandra et Tony Di Nardo sont entre guillemets coupables des actes de leur fils, personnellement, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, mais j'attends avec impatience d'avoir votre avis là-dessus. Autre question, pensez-vous également que si Sean et Cosmo ne s'étaient pas rencontrés, liés d'amitié, est-ce qu'ils auraient commis dans tous les cas ces meurtres ou non? Personnellement, je pense que nous n'étions jamais à l'abri qu'un jour Cosmo finisse par tuer quelqu'un, puisque c'était quelqu'un de violent. Alors certes, ce n'était pas de sa faute, il faut remettre dans le contexte, il y a eu son accident de VTT, ses problèmes au lobe frontal, ses maladies mentales, mais voilà, il ne prenait plus son traitement, peut-être qu'un jour ou l'autre, il aurait fini de toute façon par tuer quelqu'un, avec ou sans l'accompagnement de Sean, qui peut-être a joué dans le fait qu'il ait tué autant de personnes. Et quant à Sean, je pense que, bah, vu son passé, ça m'aurait pas étonné qu'un jour ou l'autre, lui aussi finisse par tuer quelqu'un, mais j'ai quand même hâte d'avoir votre avis sur la question. Et dernière question, pensez-vous que Cosmo Di Nardo est vraiment pénalement responsable de ses actes? Alors évidemment, je ne vous dis pas de refaire le procès, de remettre en doute la parole des psychiatres qui ont fait des tests à ce moment-là pour savoir si oui ou non il était pénalement responsable. Moi, je pense qu'il y a toujours un doute dans ce genre d'affaires, hein. Parfois, il y a des affaires où 10 ans après, il y a un nouveau procès où finalement les psychiatres, donc des contre-expertises, disent que bah, finalement l'accusé n'était pas pénalement responsable. Donc c'est pour ça que je me permets tout de même de vous poser la question sans vouloir évidemment remettre en doute la parole de ces psychiatres. Mais ça m'intéresse de savoir si vous pensez ou non que Cosmo Di Nardo est pénalement responsable de ses actes ou non, et si sa place est plus dans un hôpital psychiatrique ou derrière les barreaux en prison.
Et c'est donc tout pour l'affaire de Cosmo Di Nardo et de Sean Kratz. J'espère que cette affaire vous aura intrigué et intéressé, et surtout qu'elle n'était pas encore inconnue pour vous. Il ne me semble pas l'avoir vue énormément sur le YouTube français, donc j'espère la faire découvrir à un maximum de personnes, et surtout que vous allez répondre à toutes mes questions. J'ai hâte d'en débattre avec vous dans les commentaires. Je sais que pendant un temps, durant cet été, je n'ai pas répondu à énormément d'entre vous, j'en suis vraiment désolé. Je me suis laissé complètement submerger par le travail. Je suis tout doucement en train de revenir dans la course. Donc désolé pour tous les commentaires laissés en attente durant cet été. Et comme vous voyez dans les dernières vidéos, j'essaye au maximum de répondre. Donc merci à tous ceux qui continuent de nous soutenir, à mettre des likes, à mettre des commentaires. C'est vraiment adorable. Et même si des fois on ne répond pas, sachez qu'on vous lit. Merci à vous et à très vite. Ciao.